Alors, nous en venons à la séance du jour. Séance commune avec la Société d'orthopédie française de chirurgie orthopédique et traumatologique. Et je donne la parole d'abord à M. Alain Basquelet, qui est l'ancien président de cette société, et qui va nous parler de l'historique, justement, de la notion de damage control. Toute la séance est consacrée à cette notion de damage control, qu'on va traduire, j'espère, en français. Tâche difficile, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues. Alors, je ne suis pas ancien président de la société, je suis ancien président de l'Académie d'orthopédie-traumatologie, c'est-à-dire la branche académique de la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique. Alors, nous n'avons pas souhaité vous présenter des éléments très pointus ou des avancées très sophistiquées de la discipline qui sont finalement jubilatoires que pour les seuls spécialistes. Nous avons voulu vous retenir, plus exactement, un thème qui est transversal, qui est celui du damage control, trauma damage control, où il sera question évidemment d'urgence vitale, il sera question d'urgence. Et quand j'entends urgence vitale pour l'individu dans sa totalité, mais aussi urgence vitale pour une partie de l'organisme, donc pour toute ou partie de l'organisme. Alors je vous propose un itinéraire en 5 étapes, en dehors de l'historique. Le concept de damage control resuscitation qui vous sera présenté par Sylvain Osset, médecin en chef du service d'anesthésie et réanimation de l'hôpital d'instruction des armées de Percy. Ensuite, François Ponce de Percy également, médecin en chef du service de chirurgie thoracique, viscérale et vasculaire, nous parlera du trauma damage control viscéral dans les urgences vitales. Et puis ensuite, nous aborderons ce qui est plus proprement, en définitive, orthopédique, les indications du trauma damage orthopédique avec Sylvain Rigal, qui ne va pas tarder à arriver, de Percy également. Et enfin, Thierry Béguet terminera par la prise en charge en urgence des pertes de substances osseuses des membres associées au damage control. Alors, je n'essaierai pas de traduire cette expression de trauma damage control, qui peut être le contrôle ou la maîtrise des lésions. S'agit-il d'un transfert de technologie? Sûrement pas. Je dirais que c'est plutôt un glissement de concept. C'est-à-dire que ce trauma damage control a été formalisé dans les années, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on va le voir. Il s'agit d'un cadre de pensée. Il s'agit aussi d'un cadre pour penser la prise en charge de l'urgence, qui est finalement assez facile et très facile à comprendre. Mais par contre, les règles d'action qui peuvent être édictées à partir de ce concept ne sont pas forcément faciles. Alors, ce concept formalisé de trauma damage control a vu le jour dans la marine de guerre américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il s'agissait, alors là c'est facile à comprendre puisque quand un bâtiment a une avarie très importante, eh bien, qui est le trauma en quelque sorte, il faut faire une réparation provisoire. On dira une réparation de fortune, le damage control, la maîtrise des lésions, qui assure la survie du bâtiment pour l'empêcher de couler, qui permet surtout le retour au port. Et ce qui est très important, en tout cas en chirurgie, mais là aussi pour ce qui est de la marine, c'est que cette réparation provisoire ne doit pas obérer la réparation définitive. Et cette réparation définitive, toujours en ce qui concerne le vaisseau, eh bien, elle sera faite en eau calme, c'est-à-dire en bassin de radoub au port. Et pour ceux qui sont habitués à faire de la voile sur des petits bateaux en bois, eh bien vous savez que même en 5e catégorie, c'est-à-dire en deçà des 6000 des côtes, eh bien il y a tout de quoi faire du damage control. Vous avez en haut et à gauche les pinoches en bois pour les voies d'eau, les copes, le seau et évidemment l'extincteur. Alors appliqué à la chirurgie, ce trauma damage control, qu'on appelle le surgery, eh bien, a fait son apparition de façon assez formalisée d'ailleurs dans les années 80 aux USA, dans le cadre des plaies balistiques en contexte civil, et cela désignait en quelque sorte l'ensemble des gestes chirurgicaux en un temps, pour contrôler encore une fois, et non pas pour réparer ou stabiliser définitivement les lésions. Ce qui fait que progressivement se sont mises en place les 3 étapes du trauma damage control, qui sont la première, un geste opératoire en urgence, écourté, maîtrisé pour contrôler, tout au moins quand il s'agit d'une urgence vitale, l'hémorragie et la contamination. Une seconde phase, qui est une phase de réanimation, et Sylvain Osset va nous en parler longuement, en soins intensifs. Et enfin,
la troisième phase, c'est une réintervention chirurgicale pour une réparation définitive quand le patient est biologiquement stabilisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce concept de trauma damage control a été décliné. Alors, on le voit d'abord appliqué ou formalisé à la marine de guerre américaine, ensuite au trauma damage control surgery pour les urgences vitales balistiques, et puis enfin, il a pénétré peu à peu dans les milieux orthopédiques sous forme de trauma damage control orthopédique. Mais le plus important de mon exposé va être ceci, c'est-à-dire une espèce de rétrospective historique à laquelle je me suis livré, c'est-à-dire quelle a été la prise en charge de la traumatologie ostéo-articulaire depuis les années 50-70. J'ai déjà un certain âge et il m'a été donné de voir presque tout et le contraire de presque tout. Ce qui fait que j'ai découpé assez arbitrairement en 4 périodes, de 50 à 70, 70-90, 90-2000 et au-delà de 2000. Alors que se passait-il dans les années 50-70 quand nous avions affaire soit à plusieurs fractures, soit à une fracture qu'on présentait comme assez grave, comme la fracture du fémur? Eh bien, la règle, c'était pas de stabilisation instrumentale des fractures en urgence. Et la règle, le principe, c'était le patient est trop malade pour être opéré en urgence. Alors il y avait de solides arguments, c'est-à-dire la menace à l'époque de l'embolie graisseuse si on effectuait des manipulations trop précoces. Et puis on disait aussi, la consolidation se fera moins bien si on l'opère trop tôt. Il faut attendre l'engluement du foyer. Et au début de mon internat, j'ai fait partie de ceux, dans certains services en tout cas, où on mettait en traction une fracture du fémur pendant 15 jours, on attendait l'engluement et l'intervention était différée au 15e jour sur une fracture qui était réduite et engluée. En définitive, la notion de damage control n'est pas récente parce que nous faisions, sans le savoir, du damage control avant l'heure, avant même d'être formalisé. Alors, deuxième période, les années 70-90. Eh bien, revirement complet, en quelque sorte à 360 degrés, le tout stabilisé en urgence. Et le principe, c'était le patient est trop malade pour ne pas être opéré. Alors, à cela, beaucoup de facteurs, l'augmentation très importante de la traumatologie dans les années 70, alors la généralisation de l'automobile, l'absence de ceinture, la vitesse non réglementée, les internes de garde titulaires que nous étions aux urgences et qui avaient envie d'opérer, c'est un facteur parmi d'autres, les progrès du remassage, le SAMU, les progrès de l'anesthésie-réanimation, le développement de l'orthopédie aussi, c'est-à-dire la pression du lendemain qui faisait que nous étions obligés d'opérer le plus possible en garde. Et puis, il fallait éviter les complications de décubitus, les défaillances pulmonaires, et c'est l'époque où finalement on a promu la mobilisation précoce pour une meilleure récupération fonctionnelle. Bref, les années 70-90 ont été dominées par ce qu'on appelait le TET, c'est-à-dire le tout en un temps, et ça a donné lieu aux États-Unis à ce courant que vous connaissez bien, qui est le Early Trauma Care, sous la forme de Trauma Center. Il faut bien reconnaître que c'était une approche assez agressive, un concept mécanique, et j'ai exhumé de mes archives ce fameux rapport de l'AFC de 71 par Tria et Patel. Je me suis replongé dans la lecture de ce qui apparaissait à l'époque comme la Bible. Et c'est intéressant, puisque Tria et Patel écrivaient « Ce rapport tendra à prouver que, selon nous, il est meilleur et probablement nécessaire de s'attaquer du point de vue thérapeutique, notez le vocabulaire guerrier, au maximum de lésions dès le début du traitement, tout en observant sagement que les mots « toujours » et « jamais » ne sont pas de mise dans une discussion thérapeutique. Vous voyez quand même que les rapporteurs avaient beaucoup d'expérience et faisaient preuve de sagesse. Tout est question de bilan et de jugement. Cette tactique opératoire d'intervention précoce en un seul temps opératoire sur des lésions des membres nous semble bonne, car nous n'avons pas observé d'embolie graisseuse. Toujours ce spectre de l'embolie graisseuse dans les années 70-90. Nous pensons que le traitement, si possible dans un même temps, des lésions à avenir fonctionnelles, après avoir traité les lésions à pronostic vital, semble être le meilleur. Mais, grande réserve par les rapporteurs, si l'on n'est pas dans de bonnes conditions pour appliquer cette tactique, il faut opérer d'urgence les lésions vitales et secondairement les autres, après avoir pris des mesures provisoires, mais alors les suites risquent d'être plus longues, greffées d'incidents, ce qui n'est pas tout à fait vrai, nous le verrons. Alors, les années 90-2000 ont été marquées finalement par la prise de conscience que le tout en un temps des années 70-90 comportait un certain nombre de complications, de détresse respiratoire, de défaillances multi-organes,
de CIVD, d'infection précoce. Et là a émergé assez rapidement la notion de patient à risque. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux chocs. Le choc, le trauma initial, et le trauma qu'infligeait une chirurgie longue, 12 heures parfois. On avait bien entendu sous-estimé la réaction inflammatoire, et on sait maintenant qu'il y a nombreux sont les effets délétères de libération de substances avec des effets seuil, des effets cumulatifs, des perturbations du système immunitaire. Et je crois que cette nouvelle orientation à partir des années 90-2000, nous la devons aux avancées de la médecine moléculaire. Ce qui fait que les années 2000 ont consacré en quelque sorte l'avènement du damage control orthopédique formalisé, dont les principes sont limiter et maîtriser les dégâts initiaux et puis réduire l'importance du choc chirurgical. Et là, on est, me semble-t-il, dans un concept biologique. Alors, en matière de trauma damage control orthopédique, actuellement, on démembre 5 situations, là où le concept à travers des règles peut s'appliquer, soit évidemment le plus simple, le plus évident, le plus massif, le polytraumatisé avec des lésions vitales associées, abdominothoracique, crânio-cérébral, fracture de l'anneau pelvien, etc., où on combine en définitive un damage control surgery et un damage control orthopédique. Deuxième catégorie de patients, les polyfracturés ou ceux qui ont des lésions étagées sans lésions vitales. Les fractures ouvertes isolées qui sont le siège de lésions pluritissulaires, et c'est là où le damage control orthopédique s'adresse à des lésions qui menacent la vitalité d'une partie de l'organisme. Les fractures impossibles à aborder en urgence, telles les fractures du cou de pied, bimalléolaire ou pilon-tibial, et enfin aussi la prise en charge initiale d'un blessé, parfois simple, dans une structure locale, avant le transfert. Il faut tout de suite insister sur le fait que le trauma damage control ne doit être mis en œuvre qu'en parfaite concertation avec les anesthésistes réanimateurs, car le problème n'est pas d'ordre technique, il est d'ordre décisionnel. Alors voilà quelques exemples, mais très rapidement, une fracture fermée du pilon tibial, impossible à aborder en urgence sous peine d'avoir une lésion cutanée, une nécrose cutanée post-opératoire, le damage control, plaque sur le péroné, donc attelle externe, et puis un fixateur externe qui, grosso modo, réaligne le foyer. Et le deuxième temps opératoire, eh bien, au 8e jour, où sous couvert du fixateur externe, c'est-à-dire en légère distraction, on met en place la plaque sur un membre dont on a vu disparaître l'œdème. Deuxième exemple, très rapidement, la fracture ouverte de jambe, qui est typique de l'application du trauma damage control orthopédique. En urgence, parage, débridement, mise en place d'un fixateur externe, et puis secondairement, reprise, nettoyage ultime du foyer après avoir enlevé les barres du fixateur, vissage du 3e fragment et mise en place d'un lambeau de couverture. Et on verra évidemment tout à l'heure les délais pour faire ces opérations secondaires. Alors, quand je disais tout à l'heure que le principe est facile à s'approprier, tout au moins le concept, mais les règles pas forcément faciles à appliquer, voici un exemple qui a été fait dans mon service par un chef de clinique. Fracture étagée du membre inférieur gauche, fracture du fémur et fracture ouverte de jambe. Et le lendemain au staff, eh bien, le chef, très fier, me dit, voilà, j'ai fait du damage control, j'ai mis un clou centromédulaire dans le fémur et j'ai mis en place un fixateur externe pour réduire la fracture de jambe et je prévois de faire secondairement eh bien, un enclouage de jambe. Eh bien, j'ai dit non, ça, c'est pas du damage control parce que la mise en place technique du fixateur externe ne répond pas aux règles du damage control. Votre fixateur externe est trop compliqué. Ça n'a pas empêché, évidemment, de faire secondairement un enclouage au 8e jour du tibia en ayant enlevé le fixateur externe. Alors, la philosophie du trauma damage control, c'est une réparation ou un contrôle des lésions, réparation de fortune, transitoire, mais qui ne doit pas compromettre la réparation définitive. On peut parler, évidemment, on doit parler de véritable stratégie, c'est-à-dire qu'il faut avoir un programme dès l'arrivée du blessé qui repose sur l'anticipation. Et là, on est dans véritablement le soin personnalisé. Alors, je termine parce que le trauma damage control, me semble-t-il, donne un relief assez saisissant à cette notion grecque, antique, du kairos. Vous savez, les Grecs distinguaient le chronos, le temps linéaire, et le kairos, qu'on peut traduire l'opportunité, le temps opportun. Eh bien, en ce qui concerne le damage control orthopédique,
Et il s'agira de définir, à travers les exposés qu'on va vous présenter, le moment opportun de faire la seconde intervention, la stabilisation définitive, la réparation des parties molles, la conversion du matériel, le traitement des lésions associées. Et vous voyez à gauche, là, le dieu Kairos, qui est ce jeune homme ailé avec une touffe de cheveux. Et il y a, comme dans le domaine de la vie profane, 3 types de chirurgiens, c'est-à-dire ceux qui ne savent même pas qu'il y avait eu un moment opportun, il y a ceux qui savent le moment opportun et qui ne le saisissent pas, et il y a ceux qui arrivent à saisir le moment opportun de la réparation définitive. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Masquelet. Quelqu'un veut-il prendre la parole? Général. Oui, moi je veux bien prendre la parole. C'est enregistré. Pour rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. En réalité, les Américains n'ont rien inventé, si ce n'est l'eau tiède. Parce que le damage control est réalisé dans toutes les marines du monde depuis la plus haute antiquité. Donc ils ont appelé damage control, avec ce mot un peu exotique pour nous, anglo-saxon, quelque chose qui était bien connu dans la marine, ou dans les ordonnances de Colbert et de Seignelay en 1660 et quelque chose, le dernier chiffre m'échappe là, il était déjà question de maintien à flot des bâtiments par tous les moyens, et à bord, tout était prévu pour masquer les voies d'eau, de façon à maintenir à flot les bâtiments, jusqu'à le premier au fond, jusqu'à la première plage, jusqu'à la première grève, ou jusqu'à la première cale de radoub. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on trouve dans les cliniques de Larrey, de Dominique Larrey, cette phrase qui est, de mémoire, « préserver en premier lieu les fonctions vitales un instant suspendues ». Qu'était-ce, si ce n'est du damage control appliqué aux lésions traumatologiques, et notamment aux lésions traumatologiques des membres. Autre image, celle du garrot, qui n'était qu'un élément d'une séquence de damage control. Donc, je pense qu'il serait très intéressant, c'est ma conclusion, qu'en France, on trouve un nom qui recouvre le damage control, inventé bien avant les Américains par l'armée française. Je ne peux que souscrire à ce que vous dites. D'ailleurs, j'ai bien pris quelques précautions oratoires, vous l'avez bien vu. Le damage control, en fait, ce qu'ont apporté les Américains, c'est une espèce de protocolisation dans la marine et rien de plus. Et je vous ai dit que quand on mettait les malades en traction, c'était bien du damage control, hein, quelque part aussi. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais l'avancée est plus caricaturale, plus visible en chirurgie abdominale. Parce que ça se faisait pas trop quand même autrefois. Alors moi je suis... Ça va ? Oui, je suis très perturbé. Parce que dans les années 60, en 61, j'étais interne de Robert Judet et j'ai été très séduit par les traitements en un temps des polytraumatisés de l'autoroute de l'Ouest, la seule autoroute qui existait à l'époque, avec des gens qui arrivaient polyfracturés. Et après les avoir synthésés totalement dans la nuit, on a éliminé le risque de thrombose, avec la prévention bien sûr, mais on avait des malades qu'on pouvait bouger, qu'on pouvait mobiliser, et j'avais trouvé ça très, très séduisant. Et je trouvais que c'était un progrès considérable. Et puis, à la même période aussi, je trouvais séduisant d'opérer par exemple les fractures du col tout de suite. Alors qu'avant ces années-là, on mettait les fractures du col en traction, et puis on les opérait quand l'occasion se présentait, mais on ne se pressait pas trop. Et moi, j'avais été séduit par cette politique qui me paraissait une politique moderne. Est-ce que je peux me permettre de répondre ? Oui, le trauma, cette notion de damage control, elle ne s'applique que lorsqu'il y a urgence vitale pour toute ou partie de l'organisme. Par exemple, quand il y a une fracture ouverte de jambe, stade 3, de Cauchois et du Parc, c'est une urgence vitale pour la jambe. Comment est-ce qu'on va gérer
à la fois la perte de substance, la fracture, etc., ou les fractures du pilon tibial qui posent des problèmes. Parce que si on les opère en urgence, on a parfois des gros désagréments. Donc c'est un concept qui ne s'applique qu'en cas d'urgence vitale pour toute ou partie de l'organisme. Voilà. C'est bien de rajouter vital. Oui, vital. Vital.